Merci beaucoup pour cette introduction et pour surtout l'invitation des Archives de Paris et du Comité d'Histoire. La séance a été annulée, reportée, donc merci d'être là et désolé pour ceux qui s'attendaient à la conférence au mois d'avril, je crois, ou mars, je ne sais plus. Mais nous y sommes. Je vais vous parler aujourd'hui des photographes ambulants. Alors j'avais prévu de vous parler des conditions et pratiques professionnelles d'un métier itinérant des années 1880 aux années 1930. J'avais prévu aussi de vous parler plutôt de la situation des photographes ambulants à Paris. C'était cohérent. Je ferai un peu ça, mais pas seulement. Et donc je vous parlerai plutôt de la condition professionnelle des photographes ambulants et peut-être moins de leur statut, même si c'est une question finalement que j'ai étudiée récemment, de leur statut réglementaire, je veux dire. Alors j'en parlerai peut-être un petit peu à la fin. Et puis je déborderai un peu les limites chronologiques, légèrement avant 1880, je ne pense pas, mais après les années 30, un petit peu. Et j'évoquerai aussi en fait d'autres espaces que celui de Paris pour parler de cette profession. Et je commence immédiatement par vous montrer cette image prise à Rome il y a une quinzaine de jours à Trastevere, donc quartier central de la ville, où on voit deux touristes qui se font photographier par un photographe ambulant. C'était une petite peut-être un clin d'œil que ce photographe me faisait, et en même temps, il indique quelque chose, que un des auditeurs ici connaît bien. Donc c'est une sorte de retour de cette profession, un retour pas en force, mais enfin une sorte de nostalgie de l'argentique qui se prolonge à travers cette activité que l'on trouve à Paris, mais dans d'autres villes en France, et même de manière itinérante. Aux rencontres photographiques d'Arles, il y avait un stand de photographie ambulante il y a quelques années. À côté de Beaubourg, quelqu'un s'installe de manière assez permanente. Et dans les territoires aussi, il y a des nouvelles pratiques de circulation qui offrent ce service particulier. Alors, la photographie ambulante en tant que profession et les pratiques de ce métier itinérant particulier, à la fois insaisissable et universel, semblent échapper à toute définition simple et univoque. Alors par universel, j'évoque une pratique qui est présente dans tous les pays du monde. Dès le 19e siècle, on pourra revenir, si vous voulez, sur les origines lointaines, sur la difficulté qu'on pourrait avoir à définir à la fois les pratiques d'une photographie mobile dans les premiers temps du primitivisme et des explorations du monde à travers l'usage d'une photographie qui forcément se déplaçait à la rencontre ou bien des lieux ou bien des gens, et cette pratique professionnelle plus contemporaine de la fin du 19e siècle qui prend des formes commerciales au service d'une clientèle. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, toujours sur le plan universel, les chronologies diverses selon les territoires du monde. Je fais référence à des travaux notamment d'anthropologues qui, dans les années 1980-90, explorent des territoires où la photographie ambulante est encore extrêmement présente, que ce soit en Amérique latine ou en Inde, alors qu'elle avait tendance plutôt à disparaître en Europe occidentale ou en Amérique du Nord. Alors, avant d'aborder les multiples aspects de cette question qui interroge la condition des photographes professionnels et la nature de ce métier itinérant, il peut être intéressant de se pencher sur un seul portrait d'un de ces photographes parisiens pour le coup. Alors sur cette image prise par René Gendre en juin 1944, au marché aux puces de Saint-Ouen, un photographe ambulant fait face à la foule et à un soldat allemand qui semble attendre son portrait. Une collection de plusieurs centaines d'images de René Gendre est déposée aux archives de la Contemporaine à Nanterre, sans qu'on connaisse beaucoup de choses sur sa vie. Il est né vers 1918,
Gendre est un photographe autodidacte qui devient reporter au journal L'Intransigeant dans les années 1930. Ces images sont essentiellement centrées sur la capitale, sur les mondes du spectacle et du sport. Et ces séries sur la guerre documentent la vie quotidienne sous l'occupation et tout particulièrement la vie des habitants de la zone et des faubourgs. Il consacre ainsi une série au marché aux puces de Saint-Ouen et de Clignancourt et saisit ce photographe au travail. Alors ce qui frappe avant tout est l'étrange gravité de la scène. De nombreux personnages, et l'enfant au premier plan, regardent les manipulations du photographe. Les autres regardent l'autre photographe qui prend cette image comme une double trajectoire de regard qui interroge l'échange curieux des gestes photographiques à l'œuvre. L'heure est grave aussi par la présence du soldat allemand qui indique une cohabitation devenue habituelle mais toujours pesante. On ne peut s'empêcher de penser que ce soldat vient retirer le dernier souvenir de sa vie à Paris en juin 1944, quelques mois avant la libération de la capitale. Incidemment, cette conjoncture particulière révèle aussi le caractère impassible de cette activité. Quelles que soient les conditions de la vie et les déchirements de l'histoire, demander et obtenir une image de soi est devenu naturel et évident. Cette image montre aussi la capacité d'adaptation du photographe en tant que professionnel qui exerce son métier malgré les crises et les effondrements durant la guerre, au pire comme au meilleur moment de l'histoire. Il vend les images qu'il offre ou qu'on lui demande. Le toit ondulé d'une baraque de brocanteurs et la foule réunie dans ce marché aux puces montrent aussi que ce lieu de déambulation et de distraction est propice au divertissement qui consiste à se faire prendre en photographie. La mine sérieuse de l'opérateur et son allure générale indiquent aussi qu'il est expert dans cette forme particulière d'amusement. Il forme en effet un drôle de couple avec son appareil et son trépied. Il s'agite autour de cette grosse boîte en bois, son objectif à soufflet, ses boîtes en carton, ses torchons sales. Il est l'attraction devant laquelle tout le monde retient son souffle dans l'attente du clou du spectacle et de la révélation magique, son tour de passe-passe. Les gens sont peut-être quand même moins bienveillants et espèrent aussi assister à son échec et au moment que connaissent tous les magiciens amateurs lorsque rien ne sort de leur chapeau. À ce propos, l'allure du photographe n'est pas anodine. Il est vêtu d'une blouse de laborantin, chimiste, expert sur le trottoir, homme de science du carrefour, doué d'agilité et d'un savoir réservé, certes, mais il porte aussi un chapeau haute forme, celui de l'homme de spectacle qui s'exhibe devant les foules, fait son numéro tel un clown savant, à la fois sérieux et joueur éternel. Il fallait en effet être suffisamment roublard, harangueur de foule et posséder sa clientèle pour les convaincre de le payer pour une image. L'homme d'ailleurs n'a pas l'air commode, le visage grave, les traits marqués, les mains puissantes, il porte un costume 3 pièces en laine, une grosse écharpe, des taches sur sa blouse froissée. Il est habitué au travail en extérieur et au contact avec la foule, son élément. Bonimenteur, baratineur, un peu arnaqueur, un tout petit peu charlatan, tout ce que l'on reproche plus ou moins affectueusement aux photographes ambulants. Bon vivant et polyvalent, amateur d'humour, loquace et ironique, impertinent et sourcilleux, intarissable et superbe, tout ce que l'on attend du vendeur ambulant. Mais au fait, que fait-il donc sur cette image? Que trafique-t-il? Il procède aux gestes précis et méticuleux qui permettaient l'obtention d'une image argentique. Il fallait une certaine agilité et du sang-froid pour effectuer ces tâches en plein air et en public. Pour transférer le cliché de la pellicule exposée à la lumière vers le papier, les photographes ambulants se servaient de la chambre même comme agrandisseur, l'objectif de prise de vue servant alors d'objectif d'agrandissement. C'est pourquoi ils se servaient d'une réglette métallique permettant de fixer le papier à bonne distance, permettant surtout de maintenir le parallélisme entre le papier et le film. Déterminer le cadrage, faire la mise au point, bien calculer le temps d'exposition sans être distrait. Ensuite, le photographe devait procéder au bain en utilisant à l'aveugle la chambre comme laboratoire, dans le bain de révélation, le bain d'arrêt, le bain de fixation. Lavage et séchage devaient suivre sans prendre de temps et sans accroc. La chaleur, le froid ou l'humidité pouvaient altérer les liquides et mettre en danger le développement
ce qui impliquait une haute maîtrise du processus. Il fallait aussi porter tout son équipement sur soi, les films ou les plaques, les papiers, les liquides, disposer d'un moyen d'évacuer ces eaux usées tout en restant à son emplacement pour le garder sans risquer la concurrence. Tout accident, chute ou épuisement d'une de ces ressources pouvait marquer la fin de la journée inexorablement. Ces capacités techniques délimitaient à la fois la réussite de l'image, mais aussi du commerce tout entier. Comment garantir le succès et le retour des clients avec des images ratées? La question peut être posée, même si les accidents pouvaient être aussi recherchés. Quel serait en effet le charme d'une photographie de rue si elle n'emportait pas les signes distinctifs et les marques? Une esthétique de la photographie ambulante s'installe ainsi au fil des années, mais maintenir la limite entre amateurisme et professionnalisme restait essentiel pour ne pas perdre une clientèle volatile. Alors c'est ce processus aussi que tente de saisir l'un des frères Séberger, photographe parisien bien connu, dans la fête foraine des Invalides après la guerre, où on le voit travailler, on le voit utiliser son seau. Et en parlant des erreurs, je voulais vous montrer ces deux images qui ne viennent pas de Paris, comme vous le voyez, puisque c'est plutôt Marseille. Et c'est pour vous montrer aussi, voilà, à quoi ressemblaient les photographies de photographes ambulants. Alors vous voyez là, vous avez des cadres ajoutés les uns sur les autres, des rayures, des taches. Alors le photographe ici, en plus, complique la tâche, puisqu'il combine deux images différentes en les associant, ce qui suppose une superposition de deux négatifs. La limite entre les deux est tout à fait visible, l'effet, bon, est ce que l'on veut, mais c'est aussi ça ce que l'on vient chercher, c'est cette image, ce genre d'image-là particulier. Alors, dresser le portrait de cette profession à Paris, avant la Seconde Guerre mondiale, implique de considérer une très grande palette de situations et de conditions qui se relient aux hiérarchies et aux statuts attachés au monde des forains et des ambulants, avant même de considérer le statut autorisé qui encadrait cette profession aux yeux des autorités. Une grande variété de conditions distinguait en effet cette profession, selon aussi que l'on considère le degré d'itinérance et la valeur circulatoire, en quelque sorte, de chacune. Alors, une première forme de pratique est caractérisée par l'activité en extérieur du photographe de studio installé à une adresse donnée. Alors peut-être... ah oui, je voulais vous montrer ça, c'est une manière ironique aussi de critiquer le travail plus ou moins imparfait, ou plutôt plus imparfait que parfait, du photographe ambulant, dont on ironise évidemment les qualités et les capacités. Voilà. Alors, vous connaissez peut-être cette publication de Jean-Marie Donat, qui s'appelle To Heaven François Gabriel, qui est paru en 2018, et qui illustre justement l'activité de l'un de ces photographes de studio, mais aussi d'extérieur. Donc, François Gabriel est installé au pied de la butte Montmartre et se déplace lorsqu'il fait beau ou lorsqu'il y a du soleil, au bas d'un escalier devenu désormais célèbre grâce à lui. Sur une affichette promotionnelle, il se faisait appeler Gabriel, roi des photographes de la butte sacrée, histoire d'imposer son monopole sur un emplacement donné et d'imposer sa souveraineté imaginaire sur une perspective de choix. Il est impossible de connaître le nombre de photographes qui décidaient de sortir de leur boutique et ainsi de dédoubler leur activité en personne ou par le biais d'employés, et ainsi d'augmenter leurs revenus. La proximité du studio garantissait l'avantage d'une production stable, rapide, soignée, plus soignée que celle dont j'ai parlé. La combinaison entre le studio fixe et ce studio mobile ou externe permettait en outre de diversifier la production pour une clientèle de quartier régulière et toujours à la recherche de variété et de renouvellement. Dans le cas de Gabriel, il semble bien que celui-ci, habile commerçant, soit parvenu à créer une véritable mode et un engouement, je veux dire, autour de sa personne et de l'emplacement de choix
qu'il était parvenu à occuper devant sa boutique, cet escalier de Montmartre. Le parallélisme des escaliers, l'alignement central des belvédères, les lignes formées par les rampes et les grilles, la perspective parfaite jusqu'au ciel, offraient le cadre reconnaissable entre tous d'images verticales. Les marges du premier plan permettaient en outre de former des gradins naturels et la structure idéale de photographie de groupe ou de famille. Alors Gabriel, comme tous ses collègues, avait bien sûr compris que le choix d'un emplacement était l'une des clés de réussite d'une profession fortement dépendante de son environnement et d'obstacles naturels qui limitaient leur activité. En effet, la nuit, la pluie, la neige, le vent, la chaleur extrême ou le grand froid pouvaient empêcher cette activité. L'autre élément fortement contraignant tenait dans la captation de la clientèle. Seuls quelques originaux ou photographes ambulants rentiers pouvaient s'installer dans une impasse ou dans un angle improbable de la ville dans l'attente du passant. La plupart du temps, l'objectif restait de choisir une combinaison du bon emplacement et du bon moment. C'est pourquoi de nombreux photographes s'installaient le dimanche devant les églises, comme ici. La sortie de messe constitue en effet une occasion idéale pour retenir la clientèle en quête de souvenirs. Ces photographies réunissaient une grande quantité de personnes qui avaient la faculté de venir retirer un tirage à la boutique du photographe bien connu dans le quartier. En prenant en image des dizaines de personnes, en ritualisant ce moment de la photographie hebdomadaire, sur les marches de l'église, ces photographes instauraient une nouvelle pratique sociale et augmentaient habilement leur rayon d'action en attirant une clientèle régulière ou occasionnelle qui visitait le studio par la suite et pouvait solliciter le photographe pour d'autres services. Alors cette aristocratie de photographes commerciaux, si je peux dire, qui élargissaient ainsi leur périmètre d'activité, se distinguait d'une autre catégorie plus vaste, mais aussi plus diverse, celle des photographes forains, banquistes spécialisés, qui tenaient une baraque dans les fêtes foraines et qui sont désormais bien connus, notamment grâce aux travaux de Clément Chéroux. Alors, dans le désordre, tir photographique, une activité foraine bien connue désormais, qui a donné lieu à un petit ouvrage et à plusieurs articles aussi de Clément Chéroux, qui mêlait l'épreuve de tir et la prise de vue photographique, un portrait comme un autre, des décors peints, innombrables pour fond d'image, avec ou sans accessoires, et des décors improbables de passe-tête, comme on appelait ces décors où l'on plaçait sa tête pour se retrouver dans des situations extravagantes, sans autre effort que de glisser son visage au bon endroit. Double décor peint, entre lesquels il suffisait de s'installer à la bonne place pour s'envoler en avion, en montgolfière, pour partir en bateau à dos de chameau sur une roulotte, partir sur la Lune ou vers toute autre destination exotique. On les appelait les bourreaux des promeneurs ou les saltimbanques de la photographie. Des travaux évoquent le nombre de 25 stands de photographie à la fête de Neuilly en 1885. Ils augmentent rapidement dans le temps, même si la limitation naturelle du nombre de concurrents dans une même foire ou fête foraine mène probablement à une stabilisation dans le temps. Ils proposent tous leurs services aux passants et visiteurs, mais ils sont aussi accusés de toutes les violences possibles, comme en témoigne cette lettre adressée à la municipalité de Neuilly en 1907. Je cite: « Il y a 3 racoleurs qui barrent le chemin aux passants, qui choisissent les plus naïfs, qui les font entrer de force ou de bonne volonté dans leur boutique. Alors ils commencent à braquer leur appareil photographique et se réunissent pour intimider la personne. Tandis qu'il y a une grande femme qui se met au devant de la porte pour regarder s'il ne vient pas quelqu'un qui pourrait intervenir. Et lorsque les racoleurs ont dépouillé leur victime, la femme donne l'ordre de la laisser sortir, la victime sort de la baraque, parfois les larmes aux yeux. Le plus fort de leur audace est à la tombée de la nuit. » Donc décrit
comme la couverture d'une bande de prédateurs qui martyrisent leurs victimes, ces photographes forains semblent dénués de scrupules et se comportent comme des voleurs et des brigands. Mais ces attaques cachent en réalité un fort climat de concurrence qui discute non seulement l'existence de ces baraques qui font de l'ombre aux studios, hors des fêtes foraines, mais aussi au sein du monde forain, puisqu'ils remportent un certain succès au détriment de leurs collègues qui exposent des activités plus banales. La présence de nombreux étrangers parmi les photographes de foire est aussi dénoncée. En effet, dans le travail sur la fête foraine de Christine Pi et Cécile Ferenczi, elle rapporte qu'en 1888, un groupe de 10 photographes forains français proteste contre les abus des photographes étrangers, c'est-à-dire tous des juifs. Ces calomnies et les résistances qui entourent les photographes de foire ne peuvent freiner leur expansion économique et culturelle. Ils deviennent l'un des passages obligés des fêtes foraines, le souvenir que l'on rapporte de sa visite, le moment festif, joyeux, disruptif, imaginaire, désopilant, imprimé sur format carte postale, que l'on rapporte chez soi, que l'on collectionne grâce à l'effet irrésistible de la répétition, que l'on rassemble en album, que l'on envoie aux absents, aux parents lointains, aux amis et aux amants. Peu à peu, les photographes de foire deviennent l'un des grands métiers forains, et certains s'extraient de ce que l'on appelait la petite banque, ces petits métiers de la foire. Ils prennent position au cœur de la foire et font de l'abattage pour faire le plus grand nombre de séances dans un minimum de temps. Les files d'attente s'allongent devant leur stand. Ils travaillent avec ce qu'on appelle des barons ou des compères qui entraînent les badauds, pas aussi violemment que ce qui avait été dit précédemment. Parfois aussi, ils se dédoublent, comme les photographes de studio dont j'ai parlé, et placent un associé, photographe ambulant, au milieu même de la foire, quand il fait beau, ou pour réaliser des images développées et tirées dans le studio de la baraque. Ici, par Marcel Bovis à la Fête du Trône en 1948, on voit un opérateur qui se trouve au milieu de l'allée et qui prend un groupe d'amis entre les glaces et les ballons. Alors le saut et l'attirail au premier plan indiquent cependant que ce photographe devait travailler seul. Les plus fortunés des photographes forains variaient leurs activités et se déplaçaient d'une foire à l'autre en caravane ou en voiture et pouvaient alterner le passage dans les foires et les tournées dans les pays, les petits villages ou les gros bourgs de la campagne ou de la côte. Comme d'autres forains du même genre, ils passaient une seule journée dans une localité et partaient très vite, voyageant la nuit pour s'installer au matin sur un nouvel emplacement. Ces excursions pouvaient les ramener au grand moment des foires à Paris ou dans la région parisienne. On a donc là aussi l'inscription à Paris de photographes ambulants qui circulent parfois beaucoup plus loin en France ou à l'étranger et qui reviennent en fonction des calendriers dans la région parisienne. Il faut savoir que d'autres espaces touristiques se développent et attirent aussi des photographes ambulants, que ce soit sur les côtes de Normandie, près des monuments touristiques, des châteaux de la Loire, de Versailles aussi, etc., etc. Alors, à côté des studios polyvalents et des banquistes de foire, la plus grande partie des photographes ambulants travaillaient seuls ou en duo le plus souvent, dans de multiples emplacements répartis dans la ville. On pouvait les trouver par exemple à proximité des jardins publics, comme ici, près du parc Montsouris, dans cette série réalisée par Brassailles au début des années 30. Le photographe gesticule, s'agite, grimace entre les ouvriers, le vendeur de moulins à vent pour enfants, les familles qui se promènent et les enfants qui assistent au spectacle et posent avec leurs parents. Dans les jardins, ils installent leur studio improvisé. Et les quelques toiles qui forment des décors provisoires sont installées, formant les limites provisoires de ce studio. Sur les bords de l'appareil, comme ici,
sur un boulevard arboré, leur devanture se compose de quelques exemples de leur production. Ainsi, la clientèle regarde l'appareil et choisit le modèle des images qu'ils demanderont au photographe. Il se trouve aussi et surtout dans la rue, devant les cafés, au carrefour, sur les boulevards, devant les restaurants. Ils sont mobiles et se déplacent au cours de la journée, changent d'emplacement en fonction des opportunités. Ils attirent l'attention des patients et produisent des attroupements et organisent des séances de pause plus ou moins longues. Ici, on aperçoit une petite carriole qui transporte tout le matériel du photographe et les parasols qui permettent d'éviter les rayons de soleil intempestifs. Ils sont même le sujet de cartes postales et de clichés pris par le collègue en forme de réverbération. Un petit détail ici montre que la cliente est assise sur une chaise posée sur les grilles d'un arbre auquel est suspendu le drap blanc du fond d'image. Devant le photographe, une valise ouverte posée sur un trépied contient tout son matériel. Ils produisent aussi des images multiples, comme les photographes d'église dont j'ai parlé. Ils arrêtent les passants, montent sur une chaise, une table, un escalier, haranguent la foule et photographient en masse pour espérer au moins que l'un d'entre eux achète au moins une image de cette collectivité improvisée à laquelle on se sent adhérer, du moins temporairement. Alors, il y a d'autres situations, comme l'opportunité de photographier des groupes à un moment donné de leur parcours. Alors, prenons cet exemple de soldats, de marins en l'occurrence, qui se font photographier peut-être avant un départ ou à leur arrivée. Ici, dans un espace entre plusieurs roulottes, comme vous le voyez, dans un espace qu'on pourrait appeler un terrain de roulottes, comme il y en avait beaucoup en France, comme il y en a d'ailleurs encore aujourd'hui, sous la forme de caravane ou de camping plutôt. Ce qui est intéressant, c'est cette femme qui, elle, prend la photo. Donc, ce qui montre aussi que ce métier n'était pas strictement uniquement masculin, même si apparemment il semble l'être. Bon, je vous en reparlerai après de cette question. Alors ailleurs, plus isolé, un photographe à longue barbe est entouré d'enfants qui le regardent ou qui regardent son appareil et les tirages accrochés. Cet ambulant propose des portraits instantanés depuis 30 centimes. Instantanés avec 2 N, ce qui produit un jeu de mots facétieux, et des instants au cours desquels on est à la fois harcelé, importuné, mais aussi durci comme le cuir, et rembruni par la photographie, et traité comme une peau. Bon, enfin. D'ailleurs, le photographe à barbe semble faire un clin d'œil, ce qui indique sans nul doute un esprit malicieux. La plupart de ses collègues utilisent leur intelligence pour s'installer au cœur de l'événement, ou mieux encore, au point exact d'observation ou de passage. Par exemple ici, lors de la foire des Invalides en 1904, un photographe s'installe au milieu même du pont. Toutes les personnes qui trafiquent autour de la carriole sont peut-être des associés, rabatteurs, assistants, qui s'organisent avant de lancer leurs opérations et tenter de convaincre les passants. L'opportunité et l'adaptation aux divers moments de la vie quotidienne et festive structurent cette profession fondée sur l'incertitude. Comme d'autres photographes de son époque, qui s'intéressent au renouvellement de leurs pratiques, Henri Cartier-Bresson recherche, en photographiant ses collègues ambulants, de nouveaux sujets sociaux. Et il capte leur présence au bord de la Marne, ici, en 1938. Il illustre à la fois les congés payés, les ouvriers qui jouent aux cartes et le photographe au travail. Il montre aussi, au début des années 50, les habitations de familles de Rome, à Montreuil, la même où se trouve l'écrivain Matteo Maximoff, lui-même photographe.
Et il montre cette séance de pose devant le photographe à plusieurs reprises, puisqu'il forme une petite série. Enfin, il faut évoquer une autre catégorie de photographes ambulants, peut-être les moins chanceux. Alors, les moins chanceux, peut-être les plus malchanceux, les plus tristes, les plus, comment dire, les plus désespérés, peut-être, aussi, dont la condition semble la plus difficile. Ils sont en effet installés sur les artères les plus passantes, et ces photographes de rue s'installent à des emplacements au carrefour, à la sortie des magasins, sur les boulevards de promenade. Ils saisissent les passants qui marchent vers eux, vers l'objectif, et leur proposent ensuite une image d'eux-mêmes, plus ou moins désirée. Cette pratique, située sans doute donc, au plus bas de l'échelle de la photographie ambulante, repose sur le principe d'une perte continue des coûts de production. En effet, les négatifs exposés et les images refusées par les passants sont détruits inexorablement. Une mode cependant de plus en plus en vogue, adoptée par les marcheurs de Paris, comme on les appelle, ou les marcheurs tout court, devait toutefois garantir des bénéfices constants pour que cette pratique s'inscrive durablement dans le paysage urbain. Cette méthode se transforme d'ailleurs parfois en habitude, en rituel, en collection, qui enregistre les humeurs de l'instant, la constance d'une bonne compagnie, l'état de son élégance ou le temps qui passe. Vous voyez ici par exemple, cette femme devait prendre l'habitude d'acheter son portrait dans ces occasions. On la voit d'ailleurs qui à 2 reprises regarde l'objectif et elle semble avoir pris goût à cette distraction. Mais cette pratique suscite aussi l'inquiétude et fait naître le sentiment d'une menace qui pèserait sur la vie privée. En 1936, un article de détective, alors voilà, c'est une autre image de cette activité, prise par ce qu'on appelait des photofilmeurs, c'est-à-dire qu'en fait ils actionnaient une pellicule pour faire plusieurs images en même temps. Alors, en 1936, dans la revue Détective, spécialisée dans le crime et les plus sanglants, évoque les manigances d'Ernest M., photographe ambulant et maître chanteur, qui se postait aux abords de la rue Saint-Denis et de la rue Réaumur ou à la station Barbès-Rochechouart près des voûtes du métro. Je cite. Ernest se tenait à proximité avec son appareil en batterie. Il prenait un air innocent, mais il observait les scènes. Si la fille entrait en conversation avec un homme d'aspect cossu et surtout d'un certain âge, si elle sortait ainsi de l'hôtel avec un client, aussitôt Ernest mettait sa manivelle en marche, 2 ou 3 tours, et il arrivait souriant vers le monsieur qui s'apprêtait à quitter la fille. « Photographie, monsieur et madame ?» proposait-il de sa voix la plus ingénue. Il expliquait « Vous venez d'être photographié. » Qu'est-ce que je risquais? Je fais une photo, c'est mon travail, je la propose au client, c'est encore mon travail. Ce n'est pas de ma faute, s'il est avec une femme, je ne sais pas si c'est la sienne. Ça ne me regarde pas. Et puis, ajoute-t-il avec un sourire de coin, pas de danger que le type porte plainte. Ce sombre personnage se serait peu à peu spécialisé en se postant devant les immeubles, loin des garçonnières mondaines. Alors, dans un autre article paru à la même époque, qui s'appelle « Les photographes indiscrets », on évoque d'autres pratiques. Je cite, « Ces spécialistes qui opèrent au petit bonheur obtempèrent très souvent au désir d'une clientèle dont les intentions sont assez équivoques. Ce monsieur demande qu'on lui photographie telle petite dame dont il tient à conserver les traits. C'est ainsi que la photographie de votre femme peut courir tous les portefeuilles. Heureux encore quand un quidam avantageux pour des fins crapuleuses ne se fait pas, sans en avoir l'air, photographier à ses côtés. On voit où les choses peuvent aller et combien plus dangereuses que des lettres anonymes sont ces photographies que le photographe tire sans votre autorisation et sans que vous ayez eu le temps au moins d'examiner quel compagnon vous donne le champ de l'objectif. » Donc, on rencontre cette activité à plusieurs reprises, donc c'est évoqué dans plusieurs articles, et la menace sur l'intimité, sur le secret de la vie privée, sur les déambulations dans la rue semblent mises à mal par cette présence inopportune des photographes. Alors,
je voudrais juste aborder quelque peu les statuts avec vous de ces photographes, quels qu'ils soient, puisque c'est vrai qu'en fait, face à cette profusion d'activités photographiques ambulantes, les réglementations peinent un petit peu à mener à un encadrement clair et solide de cette profession. En effet, parce que on ne sait pas très bien où les classer. Il y a ce premier problème. Sont-ils des forains, comme les autres? Parce que les forains ont une tradition, s'inscrivent dans une histoire très longue, aussi dans une corporation particulière. Et ces fabricants d'images, qui ne sont pas des cinéastes ambulants, comme il en existait aussi, qui animaient des projections de cinéma plutôt, se distinguent des forains habituels. Ils ne sont pas non plus totalement vendeurs ambulants, même s'ils vendent bien quelque chose. Ils ne sont pas forcément des commerçants, donc on ne peut pas forcément les inscrire au registre du commerce. Alors pourtant, il y aura des réglementations qui vont se mettre en place petit à petit. Au tournant des années 1870, il semble que les rues de Paris sont envahies par ces photographes au point que les autorités doivent intervenir pour réglementer. Donc on est bien avant la loi de 1912 sur les nomades, forains et commerçants ambulants. Donc cet encadrement prend forme à partir de ces années-là. Donc les photographes qui souhaitaient s'installer sur la voie publique et réaliser toutes sortes de travaux, c'est-à-dire aussi des reporters ou des personnes désirant prendre des photos de l'espace parisien comme Adjet, devaient se munir d'autorisations émises par la préfecture. Quelques 20 ans plus tard, un rapport constate que les demandes sont passées de 38 par an en 1878 à 265 en 1888, une multiplication qui semble impossible à contenir. Je cite: « Depuis quelques années, le goût des études photographiques s'est beaucoup développé. Il en résulte que le nombre de demandes adressées par les amateurs pour obtenir des autorisations de photographier sur la voie publique, qui était insignifiant il y a quelques années, est aujourd'hui considérable. Les demandes de cette nature donnent lieu à une instruction au point de vue de la moralité, de la profession et surtout de la nationalité des pétitionnaires. » Ça fait référence à la qualité d'étranger des photographes ambulants de Neuilly tout à l'heure. Ces sortes d'autorisations sont en effet refusées aux étrangers. Donc, initialement, il y a une volonté d'encadrer, de contrôler ces activités de prise de photographie dans l'espace parisien, mais on s'aperçoit avec le nombre croissant qu'il devient impossible d'émettre des autorisations pour tous les photographes, c'est-à-dire amateurs, professionnels, professionnels occasionnels, etc., etc. Et quand on lit ce chiffre de 265 en 1888, c'est-à-dire précisément au moment où la photographie instantanée commence à prendre son essor avec une réduction des coûts et une facilitation, disons, du processus technique, on imagine que ce nombre devient progressivement incontrôlable. Donc, il faut imaginer aussi que chaque demande, il est précisé dans ce que je viens de dire, s'accompagner d'une vérification de la moralité et des objectifs des personnes, et par ailleurs, cela impliquait un contrôle sur la voie publique des personnes prenant des photographies. Donc ça devient progressivement ingérable. Alors, ces autorisations permettaient aux photographes de réaliser leurs travaux à la condition de ne pas gêner la circulation. C'était la seule contrainte initialement. Mais certains espaces comme les parcs, les squares et les promenades dites municipales ne peuvent être saisis par l'objectif sans une autorisation spéciale de la préfecture. Si ces photographes temporairement installés sur la voie publique ne proposaient sans doute pas des services commerciaux, le caractère ambulant de leur activité semble suffisamment sensible pour que les étrangers en soient exclus initialement. Préserver la photographie des monuments, des lieux et des gens de Paris aux seuls nationaux semble étrange, mais peut s'expliquer sans doute par des motivations relatives à la sûreté de la capitale, mais aussi au nationalisme et à la xénophobie de cette période. Les lieux stratégiques comme les ponts, les portes de la ville, les casernes, les réservoirs devaient pouvoir être protégés de la curiosité des étrangers qui pouvaient être soupçonnés d'espionnage
ou d'activités antinationales. Alors si les demandes d'autorisation semblent demeurer obligatoires jusqu'à la fin des années 1890, le développement des techniques de l'instantané, la multiplication des pratiques amateurs et professionnelles sur la voie publique rendent le contrôle de plus en plus difficile et contraignent les autorités à certains assouplissements. Ainsi, les restrictions concernant certains espaces comme les parcs disparaissent et les restrictions faites aux étrangers sont levées. Donc à partir des années 1900, obtenir une patente et être inscrit en tant que photographe ambulant était désormais possible. Donc il y a une grande réforme des métiers forains en 1906 et une ordonnance prévoit d'encadrer le travail des photographes ambulants avec une seule contrainte très particulière qui est intéressante à relever, puisque l'article 21 de cette ordonnance sur les métiers forains de 1906 prévoyait de contraindre les photographes à afficher de manière visible le tarif près de l'entrée de l'établissement et d'indiquer en toutes lettres sans supplément à payer, ce qui laisse supposer quelques abus précédemment. Et un article 50 indiquait que les photographes avaient l'interdiction de jeter les os des photos sur le sol ou au pied des arbres, et qu'ils devaient disposer d'un seau spécial et jeter les os usés dans un égout voisin. Là aussi, on imagine quelques débordements, sans jeu de mots, autour de cette activité. Alors, à partir de la loi de 1912, finalement, les choses s'organisent sur le plan statutaire et les photographes forains peuvent bénéficier du titre de forain, ce qui permet d'ailleurs d'étudier une chose qui n'est pas très connue, c'est la polyvalence des photographes ambulants. On voit qu'ils sont déclarés, ils se déclarent en tant qu'exerçant d'autres métiers. Donc ici, par exemple, vous avez bijoutier et photographe. Ici, donc on voit aussi que certains, alors c'est pas là, pratiquent la photographie et la vannerie, ou bien d'autres métiers forains, ce qui montre que c'était bien une activité aussi d'appoint parfois dans le cadre professionnel de ces métiers. Voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi la féminisation de ce métier à partir des années 20-30. Il est encore difficile d'évaluer à Paris le nombre de femmes exerçant ce métier, mais il n'est pas minime. Il est plus important que ce qu'on pouvait imaginer. Donc cette inscription au titre de forain se fait d'un côté, et de l'autre, parmi les industriels forains, une partie d'entre eux, exerçant la photographie, se déclarent au registre du commerce et sont reconnus en tant que commerçants, maintiennent leur activité parfois pendant des décennies et des décennies jusqu'aux années 50. Voilà ce que l'on peut dire sur le statut très rapidement. Il y aurait beaucoup de choses à commenter, mais voilà, je vous laisse partir avec ce photographe marseillais sur la Canebière sans doute. Et je suis content de répondre à vos questions, bien sûr, si vous voulez. Une petite question sur le matériel, c'était lourd à porter. Finalement, c'était un poids, c'était... Bon, ben, d'après les images qu'on a, les photographes n'étaient pas des athlètes forcément, donc ils pouvaient porter leur matériel sur leur épaule, comme ici. Parfois, vous voyez, il y avait des carrioles ou des petites landaux ou des sortes de caddies, enfin, qui permettaient de transporter leur attirail. Donc après, la question, derrière votre question, c'est: y avait-il des photographes ambulants qui utilisaient des plaques de verre? Parce que là, ça commence à devenir compliqué. C'est difficile à savoir, en fait. Donc évidemment, après, avec le développement des films souples, forcément, tout ça s'allège. Mais par rapport au poids, donc, ce qui est intéressant, c'est d'imaginer que il s'allège au fur et à mesure de la journée.
puisqu'ils perdent des négatifs, ils perdent des produits chimiques, ils perdent du papier. Donc voilà. Après, d'autres considérations, voilà, ça dépend en fait du statut du photographe ambulant dont on parle, puisque j'ai parlé de personnes qui sont installées dans des studios qui circulent parfois sur grande distance, donc évidemment ça dépend. Mais dans l'espace parisien, il faut imaginer aussi, c'est ce que j'avais un peu évoqué dans l'article que j'ai écrit sur le sujet, les photographes ambulants ont des sortes de dépôts chez des amis, chez des commerçants ou chez un collègue, où ils déposent une partie de leur matériel le temps de la journée pour se merci, régulièrement. Voilà. Vous nous avez montré un photographe sorti d'église ou dans la rue, je ne sais plus exactement, qui a fait manifestement des photocartes. Oui. Est-ce que vous en avez identifié certains qui ont carrément imprimé des collections de cartes postales ou des cartes postales imprimer des collections de cartes postales, je comprends pas très bien en fait. Qui, à partir de leurs photos, ont fait des cartes postales qu'ils ont vendues. Leur collection, oui. C'était pas le mot, hein, c'était vraiment... C'est-à-dire qu'il peut arriver, ça a pu arriver, que certaines photographies qui semblent être prises comme ça se transforment en cartes postales. Mais attention, il faut faire attention avec cette question parce que c'est pas parce que vous avez l'inscription de carte postale au verso d'une photocarte que cette carte postale est commercialisée. Elle est juste imprimée sur le papier qui se vendait le plus majoritairement à l'époque, un papier carte postale, qui pouvait servir aussi aux photographes commerciaux qui diffusaient, imprimaient les cartes postales en grande quantité. D'ailleurs, ce qui distingue parfois la carte postale commercialisée et la carte postale non commercialisée, c'est parfois une inscription sur le recto de l'image, mais pas toujours. Donc, vous voyez, on ne sait pas. Merci. Alors moi j'ai plusieurs questions. J'imagine. D'abord tu parlais des plaques photographiques. Est-ce que la toute première image, il y aurait pas dans les premières images, est-ce qu'il n'y aurait pas une boîte de plaques posée sur les appareils, sur l'appareil? Mais c'est peut-être une boîte de carte postale. Non, mais c'est le format qui me laissait penser ça. Là, ici, oui, voilà. C'est difficile, on voit pas. Savoir, ouais. Mais bon, c'est au format assez allongé comme ça laisse c'est pas forcément penser allongé, à des plaques. Mais il faut savoir qu'il y avait des cartes postales, les cartes postales 10-13, qui ont les mêmes formats que les plaques de verre 10-13. Donc, bon. Autre question. Oui, dans les dernières images, on voyait une femme photographe. Donc quelle proportion Mais je l'ai dit, disons dans l'examen. Alors il y a pour Paris, parce que c'est difficile. Il y a d'autres cas, mais il y a une thèse sur les photofilmeurs qui a été faite pour les années 50 de Vera Léon, qui évoque aussi cette question de la féminisation après la Seconde Guerre mondiale. Pour avant la Seconde Guerre mondiale, il faudra faire une étude globale d'une partie des fiches émises pour les forains dans les années 20-30. Et qui compte, je l'ai dit, une partie de femmes, je dirais comme ça, grosso modo 10%. D'accord. Et tu l'as peut-être dit dans ton exposé, mais j'ai peut-être pas enregistré le nombre de photographes. On a une idée du nombre de photographes ambulants en France. La préfecture recense 265 photographes dans les rues de Paris dans les années fin des années 1880, mais ça ne veut pas du tout dire que c'est le nombre complet des photographes ambulants qui travaillent à cette époque. Et pour 20 ans plus tard, c'est vraiment impossible de savoir, puisque donc une partie sont inscrits en tant que photographes forains, mais il y a beaucoup d'autres qui pouvaient ne pas avoir ce titre-là et qui pouvaient être déclarés plutôt comme commerçants ambulants ou plutôt ne pas être déclarés du tout. Hein. Il faut aussi s'imaginer ça. Donc il y a deux sortes de photographes ambulants, il y a plein de sortes, mais il y en a deux sortes. Il y a ceux qui sont déclarés et qui exercent ça de manière professionnelle, stabilisée et déclarée, et des mercenaires qui parfois exercent ce métier une partie de leur temps, une partie de leur vie,
Donc c'est difficile de savoir un nombre exact. Je pense qu'on ne le saura jamais pour un espace aussi vaste que Paris. Oui. En fait, bon, tu as parlé beaucoup de forains. Du coup, quelle proportion il y a de tziganes français qui exercent cette activité? Alors, la question c'est que sont les tziganes français? Disons, si tu penses aux personnes recensées en tant que nomades à partir de 1912, qui peuvent être d'origine étrangère, mais aussi des Français depuis toujours, ou alors même des Français roulotiers, voyageurs qui se retrouvent intégrés à cette catégorie nomade. On ne va pas revenir sur cette loi complexe. C'est impossible de le dire. Combien exerce ce métier? C'est vrai que dans la catégorie nomade, dans mon expérience, des séries dans les AD, il n'y en a pas beaucoup, voire pas du tout. Voilà. Mais parmi les forains, alors parmi par exemple ceux qui se sont déclarés dans le recensement de 1895 des nomades et des bohémiens en France, on repère quelquefois des occurrences de photographes. C'est très rare. Par contre, parmi les forains, c'est une profession qui, à partir des années 20-30, parce que la loi de 1912 est surtout appliquée après la Première Guerre mondiale, on trouve beaucoup de photographes ambulants. C'est une profession qui s'inscrit dans le panorama des activités foraines. Oui, donc quand tu utilisais le terme forain, on pense forcément à l'appartenance à cette minorité. Ah non, pas dans mon esprit. C'est-à-dire forain, c'est un monde très vaste, les forains. Hein. Il y a à la fois les circassiens, effectivement, qui sont des Sinti piémontais, mais il y a plein de gens qui participent à ce monde des forains, qui ne sont pas forcément des circassiens d'ailleurs, et qui est très vaste, qui comprend plein de gens très différents. Alors, pour répondre à ta question quand même, j'ai évoqué dans mon article des dynasties, chez des Sinti surtout, qu'ils soient italiens ou bien allemands, où on repère vraiment une pratique courante de la photographie, comme on sait bien aussi dans le monde des voyageurs, il y avait une longue tradition de cinéma ambulant, les Moreno dans le sud, il y a eu un petit livre là-dessus, entre France et Espagne évidemment beaucoup, entre France et Italie, donc il est fort possible qu'il y ait eu des reconversions ou des polyvalences avec la photographie, complètement possible. Voilà, et chez des Roms migrants historiques, disons, je sais pas, je vois pas trop, mais peut-être aussi. Donc voilà, gitans, Sinti de toutes sortes. Parce que je pensais qu'à l'origine de l'idée de ce travail, pouvait venir le fait de travailler là-dessus. Oui, ça fait partie du décor, du décor pour moi. Mais ce travail, c'est aussi une manière pour moi d'interroger la question de l'itinérance et de ce qu'on appelle les sociétés de l'itinérance, qui forment un cadre extrêmement vaste de tous les points de vue. Et qui sont souvent considérés dans les marges urbaines comme des franges de la société et qui, c'est une hypothèse que je travaille, en fait forment une société économique très importante jusqu'à la fin des années 50. Pourquoi ? Parce qu'ils servent d'appoint dans une société certes industrialisée, mais qui a besoin de services à la personne, d'artisans, de petits outillages, de distractions, petites et grandes, etc. etc. Donc autant le plastique et l'aluminium ont mis fin à beaucoup de métiers ambulants à partir des années 50-60, autant c'est un monde très vaste et très complexe aussi à étudier, qui demeure en l'état ou en transformation jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas si c'était vraiment votre champ d'étude, mais qu'en est-il des photographes ambulants après les années 50, du coup après la Seconde Guerre mondiale ?
Très bonne question, mais c'est à vous de travailler ce sujet parce que bon, Vera Léon, donc je vous l'ai dit, a fait cette thèse remarquable sur le Rhône, je pense, la région du Rhône, et a étudié, voilà, elle a appelé ça la querelle des photofilmeurs parce que justement il y a toute une question sur le statut de ces photographes de rue. Donc elle décrit une prolongation des métiers jusque dans les années 60, même début des années 70. C'est vrai que pour la période suivante, on est un peu face à une multiplication de travaux très divers, des résurgences, des études alors approfondies pour des espaces lointains de l'Europe ou du monde occidental. J'en ai parlé pour l'Inde ou l'Amérique latine. Mais c'est vrai qu'il y a un peu un flou, hein, en fait, sans jeu de mots, sur cette question. Alors, je parlais de retour, de nostalgie de l'argentique. C'est vrai que depuis les années 2000, finalement, voilà, moi je me souviens encore à Rome dans les années 90, il y avait plein de gens qui circulaient avec des des Polaroids, donc on en trouvait encore, mais c'était très marginal, c'était surtout des Pakistanais qui faisaient ça, étrangement. Bon, il faudrait voir les pratiques dans certains pays, dans certaines circonstances. Est-ce que ça dépend aussi de mode parce que voilà, ce qu'on voyait il y a 20 ans, est-ce que ça a vraiment duré? Ce que l'on voit maintenant, est-ce que c'est vraiment le prolongement d'autres pratiques? Je sais pas, en fait, plein de questions ouvertes. Est-ce qu'il y a un moment où ça s'est vraiment arrêté ou... avant de revenir à la mode il y a 20 ans ou à nouveau? C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'à partir du moment où des gens ont un appareil photographique dans leur poche... Oui, mais... je sais pas, dans les années 80, ça existait encore dans les stations balnéaires? Non? Oui, bien sûr. Mais alors, dans les fêtes foraines, il y a toujours eu des photographies qui ont été faites des gens qui passent. Alors, bon, est-ce que c'est vraiment des photographes ambulants? Parce que oui, j'ai pas parlé de ça, mais... Il y a aussi des photographes qui s'associent à des activités ludiques. Que ce soit sur les téléphériques des stations de ski, les bateaux-mouches, etc. C'est encore un autre pan dont je n'ai pas parlé parce qu'on n'en sortirait pas. Mais c'est cette activité-là, par exemple, qui requiert les services d'un photographe qui n'est pas un photographe de studio, qui peut être salarié, mais pas toujours bon. Cette activité, elle a perduré encore longtemps. Alors, il y a eu aussi une mécanisation de certaines activités pratiquées par la photographie ambulante. Parce qu'avant, il y avait un photographe qui photographiait les wagonnets, mais après, il y a eu des machines. Sans parler du photomaton, qui lui aussi réduit l'activité des photographes ambulants à partir des années 30. Hein. De la même manière, il y a eu aussi des automatisations dévastatrices pour ce métier. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, une dernière question. Il y a un ouvrage qui a été écrit sur les photographes ambulants en Afghanistan. Et on remarque qu'en Afghanistan, les photographes ambulants utilisaient beaucoup pour faire des photographies d'identité, donc c'est-à-dire à caractère utilitaire. Est-ce que ça a été le cas en France ou c'était vraiment plus lucratif? Non, complètement. Dans les années 30, il y a plusieurs sources qui indiquent qu'il y avait des photographes qui étaient positionnés devant la préfecture. Ça, c'est sûr. Et c'est évident, alors c'est encore une autre partie de mes travaux, mais c'est sûr que le besoin en termes de photographie d'identité augmente tellement avec la généralisation des cartes d'identité et des passeports dans les années 30, que les photographes de studio, maintenant des prix élevés, par définition, ne peuvent absorber la demande, et donc les photographes ambulants se substituent au studio pour réaliser des photographies d'identité, d'où la naissance aussi du photomaton, qui permet de répondre aussi à cette demande, mais parfois le photomaton coûte plus cher que le photographe de rue, donc voilà, ils font concurrence au photomaton, ce qui veut dire qu'il coûtait vraiment pas cher, mais c'est comme ça qu'ils vivaient aussi. Il faut imaginer un métier très dur, très éprouvant et qui rapportait pas beaucoup. Hein, bon, je vous ai pas parlé des cas terribles, mais bon, il y a des photographes ambulants désespérés. On les retrouve dans des articles de presse criminalisés ou rendus en épave sociale, malheureusement. Quel était le temps entre la prise de photo et le développement et la remise au client? Alors, certains promettent 1 minute, 3 minutes.
mais ça dépendait des jours. Mais après, je pense que, comme je l'ai expliqué au début, ceux qui produisent les tirages sur place, ils doivent avoir une maîtrise technique tellement élevée et une habitude de la méthode qu'ils font ça rapidement. Donc après, il y a le séchage. Là, j'arrive pas très bien à comprendre. Le séchage, bon, ça prend du temps quand même. C'est du papier mouillé, donc voilà. Donc, surtout s'il y a une foire, etc., il y a de la poussière, tout ça. Oui, alors non, mais la poussière, ça fait des points blancs. Les gens adorent ça, mais ou des points noirs. Mais bon, combien de temps? Ça dépend. Voilà ce que je peux vous dire. Et ils se déplaçaient après pour faire, par exemple, dans des fermes, dans des villages, pour faire des portraits aussi de personnes? Alors. Ou au moment de la construction Alors là, on parlait des photographes ambulants dans l'espace parisien. C'est à peu près ça que j'ai essayé de vous décrire. Maintenant, les photographes itinérants dans l'espace rural et dans le monde, voilà, se déplaçaient afin de réaliser des photographies dans les villages, allaient parfois de ferme en ferme pour faire des photographies de famille nécessaires, ou se rendaient dans les maisons ou dans les lieux en fonction des opportunités, des mariages, des décès, puisqu'il y avait des photographies post-mortem, des communions, etc. Oui, bien sûr. Il y a eu un film canadien dans les années 70 sur un photographe qui parcourt les campagnes canadiennes, s'appelle J.A. Martin, photographe. C'est J.A. Martin. Je crois que c'est le titre du film. Après 1977, je ne sais plus le... Dans les campagnes, il y avait quand même des photographes même ayant pignon sur rue, ayant boutique même dans les villages, et qui se déplaçaient donc dans la commune, dans les fermes isolées et dans les communes alentours pour faire des photos. Il y en a un exemple d'un photographe qui avait même été exposé un peu dans le métro il y a 25 ans, qui était un petit horloger d'un village du Loir-et-Cher. Dont la qualité des photos avait fait l'admiration de ce photographe français qui est très connu, celui qui a photographié le peintre de la Tour Eiffel, Marc Ribou, le connaissait bien et était très admiratif de la qualité de ses photos. Et lui, vraiment, se déplaçait dans, on va dire, 20 km autour de son village. Eh bien, merci beaucoup pour cette conférence qui était donc la dernière de la saison.